Les intimidateurs pensent qu'il est un perdant faible, mais il découvre un artefact puissant et devient le combattant le plus fort pour protéger sa petite amie. Wang est un étudiant ordinaire en Chine, amoureux de son amie d'enfance, qui est également la plus populaire de la classe. Il cache ses sentiments depuis des années. Lorsque son amour, Yao, révèle qu'elle l'aime elle aussi lors d'un jeu de vérité ou défi, Wang se sent comme l'homme le plus chanceux de la planète. Cependant, sa chance prend un tournant dramatique lorsqu'un autre garçon, qui est obsédé par Yao, découvre la nouvelle et décide immédiatement de donner une leçon à Wang. Le gangster nommé Jun envoie 16 hommes frapper Wang, lui disant qu'il n'est pas digne de Yao. Wang propose de régler ça pacifiquement, mais Jun appelle Yao en vidéo depuis sa cellule. En lui montrant que le garçon qu'elle aime se fait battre comme un moins que rien, Yao panique et supplie Jun d'arrêter. Mais il répond qu'il ne s'arrêtera que si Wang avoue ne pas aimer Yao. 6 hommes continuent de battre Wang, qui finit par craquer et leur répond qu'un connard comme Jun ne sera jamais qualifié pour demander Yao en couple. Alors, Wang donne un coup de tête avec toute sa force à l'un des voyous et se jette dans la rivière en contrebas. Tout le monde panique en voyant cela, car Jun voulait juste lui donner une leçon. Il craint que la police ne vienne s'en mêler si Wang meurt et envoie ses hommes le chercher. Mais Wang, lui, coule paisiblement. Il repense à leur première rencontre au collège, quand Yao avait été la seule à le traiter gentiment après qu'il ait été victime d'intimidation. Il se souvient être tombé amoureux d'elle dès ce premier instant, mais maintenant il pense qu'il n'a plus aucune chance. Soudain, il remarque quelque chose de brillant au fond de la rivière et nage vers cet objet. Il découvre un petit cube lumineux et en le saisissant, le cube entre soudainement dans son corps, le téléportant avec lui. Wang panique en sentant qu'il est propulsé à travers l'espace et le temps. Lorsqu'il ouvre les yeux, il se retrouve dans une pièce au mur transparent, flottant au milieu de l'espace profond. Il panique, se demandant où il est, mais une voix à l'intérieur de lui répond, l'appelant « Maître ». La voix lui explique qu'il a été téléporté grâce à un pouvoir spécial qu'il a découvert. Avant que Wang ne comprenne, il est de nouveau téléporté, cette fois dans le ciel au-dessus de la rivière où il se trouvait. Il panique en pensant qu'il va tomber, mais ce n'est pas le cas. Et il voit Jun et ses hommes encore à sa recherche dans la rivière avant d'être téléporté à nouveau. Cette fois, il atterrit dans sa salle de classe. La voix du cube lui explique qu'il a été téléporté parce qu'il ne savait pas encore contrôler son pouvoir. Alors que Wang panique, le cube l'avertit que quelqu'un approche de la pièce, et il se téléporte dans son appartement avant d'être découvert. Une fois que Wang prend une douche relaxante, il reçoit un appel de Yao, qui est vraiment inquiète depuis qu'elle l'a vu tomber dans la rivière. Wang l'assure qu'il a nagé de l'autre côté pour tromper Jun, et elle lui dit de prévenir la police. Cependant, il lui répond qu'il se sent mieux maintenant et raccroche brusquement, lui conseillant de se reposer. Il s'effondre alors sur son lit, pensant que Yao ne croira jamais ce qui s'est passé aujourd'hui, même s'il lui raconte tout. Il ne veut pas qu'elle soit entraînée dans quelque chose de dangereux comme ça, alors il décide de garder le secret. Soudain, le cube lui parle à nouveau, ayant senti qu'il s'était enfin calmé. Comme un véritable idiot, Wang continue à regarder autour de lui, alors que la voix vient de l'intérieur de lui. Puis, le cube le tire soudainement à l'intérieur de lui encore une fois. Wang se retrouve dans la pièce étrange flottant dans l'espace, où le cube lui explique qu'il est désormais le maître du cube Heradric, également appelé le système de l'univers ultime, qui peut le transformer en guerrier ultime. Wang ne comprend rien à ce que dit le cube, mais il trouve ça fascinant. Il examine les murs de la pièce et demande au cube pourquoi il l'a aidé. Soudain, il commence à voler, et le cube lui dit qu'il l'aide simplement à réaliser son souhait, devenir le roi du monde. Wang se retrouve un instant au-dessus des nuages, puis l'instant d'après, il plane au-dessus de son toit. Il croit presque qu'il va tomber, mais le cube l'aide à atterrir en toute sécurité. Cependant, ayant utilisé trop d'énergie pour se téléporter aujourd'hui, le cube l'informe qu'il doit attendre 1 minute de recharge avant de pouvoir se téléporter à nouveau. Wang s'assoit et demande au cube comment maîtriser ses pouvoirs de téléportation et choisir précisément l'endroit où il veut apparaître. Le cube lui parle alors de sa deuxième capacité spéciale, qui lui permet de percevoir tout ce qui l'entoure d'une manière que ses autres sens ne peuvent pas. Wang est submergé par cette nouvelle aptitude et, après seulement quelques secondes, il est complètement épuisé. Alors qu'il quitte son mode Super Sense,
il se retrouve soudainement à nouveau dans la pièce spatiale, et le cube lui dit qu'il se débrouille plutôt bien pour un débutant. Wang est heureux de l'entendre, mais il ressent soudain une douleur aiguë dans la poitrine et s'évade. Le lendemain matin, il se réveille dans sa chambre, avec le cube posé à côté de lui. Pris de panique, Wang demande au cube comment il est sorti, et celui-ci lui répond qu'il peut le faire dans des situations d'urgence afin d'éviter d'épuiser trop rapidement l'énergie de son hôte. Wang trouve cela génial et décide d'en apprendre davantage sur ce mystérieux cube qui lui a donné des super-pouvoirs en faisant des recherches sur Internet. Mais il ne trouve aucune information ni sur le Cube Heradric ni sur le Ultimate Universe System. Même le cube est incapable de répondre à ces questions. Alors qu'il soupire, déçu de n'avoir rien découvert, il reçoit un message de Yao qui l'invite à déjeuner. Ravi, il bondit de joie, mais son enthousiasme s'atténue aussitôt en pensant à June et à ses sbires. Wang jure qu'il ne les laissera plus jamais l'importuner, ni lui, ni Yao. Il demande alors au cube s'il existe un moyen de devenir plus fort, afin de ne plus s'évanouir aussi vite après avoir utilisé ses pouvoirs. Le cube lui explique qu'il peut augmenter son niveau de puissance en absorbant l'énergie contenue dans certains minéraux et pierres précieuses, ce qui débloquera de nouvelles fonctions du système. Wang s'enthousiasme en l'entendant, mais comme il est fauché, il demande si les cailloux du bord de route peuvent aussi convenir, puisqu'ils sont eux aussi des minéraux. Le cube lui répond que toutes les pierres peuvent certes fournir un peu d'énergie, mais que s'il veut progresser rapidement, il doit l'alimenter avec des gemmes bien spécifiques. Le cube commence alors à scanner son appartement et lui signale la présence d'un cristal dans la vitrine ainsi que de la bague en diamant synthétique de sa mère. Mais Wang l'interrompt aussitôt, refusant d'y toucher, car ses parents y tiennent énormément. Le cube l'assure qu'ils ne contiennent de toute façon aucune énergie. En revanche, il a détecté une autre gemme dans le jardin, en bas de l'immeuble, qui pourrait réellement l'aider. Sans hésiter, Wang se prépare à la déterrer et se téléporte dehors. En chemin, il demande de nouveau au cube pourquoi il l'aide ainsi. Le cube répond qu'il exaucera son souhait de devenir roi du monde. Wang rétorque qu'il n'a aucune ambition de ce genre et qu'il veut seulement protéger Yao. Le cube insiste. Le monde n'est pas aussi simple qu'il le croit, et s'il veut protéger celle qu'il aime, il doit devenir invincible. Mais Wang lui coupe la parole et lui dit d'arrêter ses grands discours et de simplement lui indiquer où se trouve la gemme. Le cube lui ordonne alors d'utiliser son super sens, et grâce à lui, Wang parvient à localiser la pierre près d'un arbre. Il la déterre rapidement, et le cube lui dit de retourner dans la salle de l'espace, sa véritable forme, afin de l'y nourrir. Wang se téléporte immédiatement dans la salle de l'espace, insère la gemme dans le mur, et soudain, une puissante énergie se met à émaner des parois. Il sent cette force envahir tout son corps, et le cube lui annonce que, grâce à cette pierre de bas niveau, sa puissance a augmenté de 2 points et son endurance d'1 point. Le cube ajoute que s'il utilise des gemmes de meilleure qualité, il deviendra encore plus fort. Le lendemain, Wang se réveille épuisé par l'excitation de sa progression de la veille. Quand il réalise qu'il est en retard pour les cours, il se précipite. En arrivant, il découvre que Yao est furieuse contre lui parce qu'il avait raccroché brutalement la veille. Six amis, amusés, leur lancent qu'ils devraient se prendre une chambre. Mais la scène est aussitôt interrompue par l'irruption de John et de sa bande dans la salle de classe. Terrifié, Yao recule, mais Wang la rassure en lui promettant qu'il va tout gérer. Sa manière de gérer, toutefois, consiste à se cacher derrière ses livres, espérant que John et ses sbires ne le remarquent pas. Inquiet malgré tout, il demande discrètement au cube s'il pourra tenir le coup si les choses tournent mal. Le cube l'assure que John et ses hommes n'ont qu'un niveau de puissance de 5, alors que le sien atteint 22. Pendant ce temps, John commence à chercher Wang, qui garde le silence. C'est alors que Yao se lève brusquement et intime à John de les laisser tranquilles. Feignant l'innocence, John affirme qu'il n'est pas le méchant et dit à Yao d'arrêter de protéger Wang, un perdant incapable de se défendre sans l'aide d'une femme. Yao lui réplique sèchement de retirer le nom de son homme de sa bouche, mais Wang se lève à son tour. D'une voix ferme, il reconnaît que John avait raison. Il doit s'affirmer lui-même. Il ordonne à John de dégager, mais le voyou l'attrape par le col, prêt à se battre. Wang, cependant, le maîtrise sans effort et lui serre le poignet avec une force telle que John est contraint de reculer.
Il lui dit qu'il ne lui fera aucun mal s'il se retire maintenant. Stupéfait par cette démonstration de puissance, John reste figé, jusqu'à ce que le professeur entre et exige que tout le monde regagne sa place. Avant de quitter la salle, John lance à Wang qu'il l'attend sur le terrain de basket du campus, s'il ne veut pas que Yao soit mêlé à leur règlement de compte. Wang accepte le défi. Le soir venu, il se rend au terrain, mais découvre que John est venu avec beaucoup plus d'hommes que prévu. Le cube scanne la zone et calcule seulement 20% de chances de victoire, ce qui glace Wang, persuadé que son pourcentage serait bien plus élevé. John ordonne à ses hommes de fermer les portes, puis déclare à Wang qu'il est prêt à lui pardonner à condition qu'il s'excuse pour hier et qu'il promette de ne plus jamais s'approcher. Wang ricane et lance d'une voix glaciale qu'il ne s'attendait pas à ce qu'un gangster renommé ait besoin d'une équipe de football entière pour affronter un seul gars. John fulmine. Wang essaie clairement de jouer avec ses nerfs, mais il sait qu'abandonner maintenant signifierait perdre toute crédibilité devant ses hommes. Heureusement pour lui, son meilleur bagarreur s'avance, prêt à offrir à Wang le duel qu'il réclame. Wang consulte aussitôt le cube. Résultat, niveau de puissance 10. Une formalité en apparence. Mais Wang décide malgré tout de rester prudent. Il se met en position. Le chauve ramasse un ballon de basket et le projette de toutes ses forces en direction de Wang, puis enchaîne avec une pluie de coups rapides. Mais Wang esquive tout, fluide et précis. Très vite, le colosse s'essouffle. Encouragé par ses amis, il continue à foncer. Mais Wang saisit sa jambe et, d'un crochet sec à la mâchoire, l'envoie au tapis. Le corps du bagarreur s'écrase au sol, KO net. Wang le repousse d'un geste et se tourne vers Jun et les autres, encore sous le choc de voir leur champion terrassé. Il lance froidement à Jun que c'est maintenant son tour. Jun éclate de rire, nerveux. Il affirme n'être pas assez idiot pour se battre seul contre lui. Wang comprend alors qu'il devra affronter toute la bande à la fois. Le cube l'avertit. Ses chances de victoire viennent de grimper à 30% après avoir éliminé le chauve. Pas idéal, mais déjà mieux. Les voyous se resserrent autour de lui. Wang serre les dents, prêt à se battre comme un forcené. Les coups pleuvent de toutes parts, mais il esquive, riposte, pivote sans cesse. Un assaillant tente de l'atteindre par derrière. Prévenu par le cube, Wang esquive à temps, mais un autre lui assène un violent coup de pied dans le dos qui le déséquilibre. Cette fois, la rage prend le dessus. Wang se jette sur l'agresseur et lui colle une droite qu'il surnomme intérieurement Future Generation Ender 3000, l'envoyant valser plusieurs mètres plus loin. Jun commence à blêmir. L'affaire s'annonce plus compliquée qu'il ne le croyait. Il hurle à ses hommes d'attaquer de nouveau. Wang profite de ses capacités athlétiques pour mettre de la distance, puis cible ses adversaires un par un. Mais inexpérimenté dans l'art du combat, il se prend un coup brutal de plein fouet. Les coups s'abattent sur lui de tous côtés, mais il encaisse avec l'entêtement d'un mur. Chaque fois qu'il réplique, un ennemi tombe. À un moment, Wang saisit un type par la jambe et se met à le faire tournoyer comme un sac de sable, avant de le projeter directement sur John. Le choc fracasse le nez du chef de gang. Quand Jun se relève en titubant, le terrain est jonché de ses hommes, tous hors de combat. Il n'est plus qu'un chef sans armée, face à un Wang debout, haletant mais invaincu et au bord de se faire dessus. Wang haletait. Ses jambes fléchissaient sous lui, et même le cube lui répétait qu'il était au bout de ses forces. Pourtant, il continua d'avancer vers Jun, décidé à en finir. Jun, terrorisé, hurla qu'il le laisse tranquille. Mais au même moment, les projecteurs du gymnase s'allumèrent brutalement. Une autre bande venait d'entrer, ricanant et applaudissant ironiquement la défaite de Jun et de ses hommes. Leur chef, Huen, s'approcha en se moquant. « Sérieusement ? Vous étiez une dizaine contre un seul gars et vous vous êtes quand même fait massacrer ?» Jun, rouge de honte et de rage, lui demanda ce qu'il fichait là. Huen répondit qu'il était venu juste pour rire un bon coup. Puis il l'insulta copieusement, le traitant de bleu incapable qui ne méritait même pas de faire partie d'un gang, encore moins de le diriger. Alors que Jun encaissait, Wang intervint, lâchant sèchement que c'était son affaire et qu'Huen ferait mieux de dégager. Une erreur fatale. Huen prit ça comme une insulte personnelle et ordonna à ses hommes de lui donner une leçon. Le cube s'agita aussitôt. Aucune chance de survie. Mieux valait fuir. Wang suivit le conseil et détala, mais ce n'était pas de la lâcheté, c'était la suite de son plan.
Dès qu'il atteignit une zone d'ombre, il activa son pouvoir et se téléporta près du tableau électrique. Il coupa les lumières. L'obscurité plongea la salle dans un chaos immédiat. Profitant de la confusion, Wang réapparut derrière Hwen et le projeta au sol d'un coup sec avant même qu'il comprenne ce qui se passait. Puis il s'attaqua aux sbires, encore aveuglés par les ténèbres. L'un d'eux parvint finalement à rallumer les lumières, mais c'était déjà trop tard. Wang avait terminé Hwen et neutralisé ses hommes. Jun, pétrifié, n'osait plus bouger. Mais avant que Wang ne puisse l'achever, des coups résonnèrent contre la porte. Les autorités de l'université, alertées par le vacarme, exigeaient d'entrer. Yao était avec elle, persuadée que Wang se faisait écraser à l'intérieur. À l'intérieur, Wang aperçut Jun qui tentait de se faufiler discrètement vers la sortie. En un clin d'œil, il se téléporta devant lui. Jun craqua complètement. Il se mit à cogner sa propre tête contre le sol en suppliant qu'on lui pardonne d'avoir provoqué Wang. Wang y vit une opportunité. Quand les autorités forcèrent la serrure et pénétrèrent dans le gymnase, elles découvrirent Jun en train de jouer la comédie, prétendant frapper Wang. Devant tout le monde, il prit sur lui la responsabilité d'avoir organisé ce règlement de compte avec le gang de Hwen, affirmant que Wang n'était qu'un simple spectateur pris au piège. Résultat, Jun fut sanctionné sévèrement par l'université et, humilié, il jura de ne plus jamais importuner Wang ni Yao. De son côté, Wang sortit grandi de l'épreuve. Il avait appris jusqu'où il pouvait repousser ses limites et compris qu'il devait devenir encore plus fort. Son prochain objectif était clair, absorber davantage de gemmes pour faire évoluer son pouvoir. Wang passa plusieurs jours à chercher des gemmes, mais sans succès. Finalement, il décida d'explorer les montagnes proches de chez lui, espérant que la nature y cacherait ce qu'il convoitait. Pourtant, ce qu'il trouva l'accabla davantage. Les pierres précieuses étaient soit incrustées dans d'énormes blocs au milieu d'un lac, soit enfouies à une quinzaine de mètres sous terre. Découragé, il s'apprêtait à rentrer bredouille quand le cube vibra soudainement. Il détectait une cavité souterraine abritant un joyau puissant. Intrigué, Wang tenta aussitôt de se téléporter jusqu'à l'endroit, mais la distance l'empêcha d'y accéder directement. Alors, il choisit une autre approche, localiser l'entrée de la cavité, puis s'y glisser. Après quelques minutes, il découvrit enfin une ouverture naturelle et s'y téléporta. Mais à l'intérieur, rien, juste des parois nues. Au moment où il allait abandonner, il sentit un souffle d'air passer sur sa joue. Une fissure invisible laissait filtrer un vent léger. Cela voulait dire qu'une autre grotte se trouvait à proximité. Guidé par ce courant, Wang traça l'origine du flux et se téléporta. Là, ses yeux s'illuminèrent. Un amas entier de gemmes naturelles resplendissait dans l'obscurité. Submergé de joie, il commença aussitôt à réfléchir à comment ramener ses outils pour les extraire. Mais il ne se rendait pas compte qu'une menace tapie dans l'ombre l'observait. Une gigantesque vipère, tapie derrière lui, ouvrit ses mâchoires en silence, prête à l'avaler tout cru. Par miracle, Wang se téléporta à l'instant précis où elle bondissait, échappant de peu à une mort certaine. Désorienté, le serpent se mit à le pourchasser, frappant encore et encore, mais Wang réapparut auprès du gisement et se mit à récolter quelques pierres malgré la menace. Dans sa précipitation, il laissa échapper un cristal qui tomba dans l'eau en contrebas. Décidé à le récupérer, il activa son Super Sense pour en localiser la position. Mais ce qu'il perçut en premier, ce fut l'aura écrasante de la créature, juste à côté de lui. Paniqué, Wang recula pas à pas tandis que l'énorme serpent avançait en ondulant. Puis, quand la bête se jeta sur lui, Wang trébucha. Wang parvient à esquiver l'attaque du serpent grâce à sa corde de sécurité, et la créature chute lourdement dans l'eau en contrebas. Soulagé, il pousse un soupir. Mais sa corde cède à son tour, et il tombe lui aussi dans la rivière déchaînée. Le serpent, furieux, remonte aussitôt à l'assaut. Seize Crow claque à quelques centimètres de son visage, et Wang, armé de sa simple pelle, tente désespérément de le repousser. Mais l'animal finit par s'enrouler autour de lui, l'étreignant de toute sa force monstrueuse. L'air lui manque, sa poitrine se serre. Paniqué, Wang essaye de se téléporter, mais le cube l'arrête immédiatement. Impossible. Si tu tentes ça maintenant, le serpent sera transporté avec toi. Quant à l'emmener dans ma salle dimensionnelle, tu n'en as pas encore le pouvoir. Les yeux exorbités,
Wang n'a pas d'autre choix que de frapper à l'aveugle. Dans un ultime effort, il enfonce violemment sa pelle dans le flanc de la bête, l'entaillant profondément. Profitant du répit, il se fige volontairement et, dans cet état de quasi-paralysie, il réussit à se téléporter jusque dans la salle spatiale du cube. À peine arrivé, haletant, il supplie « Absorbe toutes les gemmes que j'ai ramassées, tout de suite !» Mais le cube réplique calmement « Pas encore, tu peux désormais les synthétiser. » Il lui explique alors, avec une froideur mécanique, que, comme dans certains jeux mobiles, 3 gemmes de bas rang peuvent être fusionnées pour créer une gemme supérieure, plus puissante et offrant même des bonus spéciaux. Aussitôt, Wang s'écrie « Alors fais-le! Fusionne-les toutes !» Sa joie est de courte durée. Le cube annonce que le processus complet prendra plus de 5 jours. Cependant, ajoute-t-il, je peux fusionner 9 d'entre elles dès maintenant. Tu pourras absorber les 2 restantes directement. Cela devrait suffire à améliorer considérablement tes capacités. Wang serre les dents, puis hoche la tête. Il n'a pas le choix. Il absorbe les 2 gemmes et immédiatement, son corps est parcouru d'une énergie nouvelle. Seize Sense s'affûte, sa vitesse s'accroît, sa force se démultiplie. « Parfait !» murmure-t-il, le regard flamboyant. Il se téléporte de nouveau dans la grotte, bien décidé à en finir. Cette fois, grâce à sa rapidité fulgurante, il terrasse le serpent géant en quelques coups seulement. Mais au lieu d'éprouver la satisfaction attendue, il ressent une étrange déception. La victoire a été trop facile. Haussant les épaules, il met vite de côté ce sentiment et se met à chercher la gemme qu'il avait perdue dans la rivière. Lorsqu'il la retrouve enfin, il reste un instant bouche bée. Bien qu'elle soit du même rang que les autres, elle brille d'un éclat singulier, presque envoûtant. Intrigué, Wang la serre dans sa paume et prend une décision. Celle-ci, je ne vais pas l'utiliser comme les autres. Elle a quelque chose de spécial. De l'autre côté, Jun et Yuan boivent ensemble après leur défaite face à Wang. Tous deux veulent se venger, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas vaincre Wang, même en unissant leurs forces. Cependant, Yuan a une idée. Il dit à Jun qu'ils vont contacter quelqu'un de beaucoup plus puissant qu'eux pour obtenir de l'aide. Il prononce le nom d'un gangster chevronné appelé Lao, et Jun s'affole, convaincu que Lao ne les aidera jamais. Mais Yuan révèle que Lao avait dû quitter le pays autrefois à cause d'un homme influent lié à Yao, et qu'en jouant bien leurs cartes, il pourrait le convaincre d'éliminer Wang une bonne fois pour toutes. Ignorant tout cela, Wang emmène Yao à leur premier rendez-vous depuis qu'ils sont ensemble. Il lui confie qu'il ne veut pas qu'on la harcèle et qu'il la protégera. Yao lui répond qu'elle lui fait confiance. Le cube murmure à Wang qu'elle ment, mais il ne s'en formalise pas, car lui aussi lui cache son secret. Ils profitent de leur sortie et, plus tard, assis dans un café, Yao propose un jeu de devinette. Elle finit par perdre tous ses bonbons. Intriguée, elle sent que quelque chose a changé et lui demande ce qu'il dissimule. Pour détourner ses soupçons, Wang lui offre la gemme raffinée qu'il avait trouvée dans la rivière et Yao oublie aussitôt le reste. Le lendemain, alors que Wang attend Yao pour aller ensemble à l'université, elle ne répond pas à ses appels. Il patiente, mais lorsqu'il entend des inconnus parler d'un incident survenu dans une résidence voisine, il se souvient que Yao vit là-bas. Pris d'angoisse, il court aussitôt vers l'appartement, espérant qu'elle aille bien. Sur place, il découvre une foule rassemblée, observant la police qui a bouclé la zone. Wang aperçoit la mère de Yao, effondrée, expliquant aux agents que lorsqu'elle est rentrée du travail, elle avait trouvé son appartement saccagé et que sa fille avait disparu. Il ne restait qu'une seule poupée tachée de sang suspendue au plafond, comme une menace. La femme craignait que sa fille ne soit en grand danger. Wang est anéanti en apprenant cela. Tandis qu'il se demande qui pourrait être derrière cet enlèvement, il remarque Jun, nerveux, qui tente de se faufiler hors de la foule. Immédiatement, Wang le suit, et Jun panique en le voyant. Wang lui demande s'il sait quelque chose sur la disparition de Yao, puis frappe le mur de son coude, y ouvrant une fissure pour lui montrer qu'il ne plaisante pas. Terrifié, Jun cède aussitôt et décide de tout répondre. Pendant ce temps, Yao se trouve dans la cachette secrète du gangster nommé Lao, qui s'entraîne à faire des coups de golf. Cependant, il utilise la bouche de Huan pour tenir la balle, comme punition pour avoir tenté de se servir de lui. Après avoir terminé sa séance et sérieusement blessé Huan au passage,
Lao se tourne vers Yao, ligoté et bâillonné. Il lui dit que, puisqu'elle a vu ce qui se passe quand il est en colère, elle ferait mieux de coopérer. Il lui montre alors la photo d'un homme nommé Jin et lui demande quel est son lien avec lui. Yao affirme qu'elle ne connaît pas cet homme, mais Lao pense qu'elle ment, car auparavant, Jin s'était dressée contre toute une organisation pour la protéger. Lorsqu'elle continue d'insister qu'elle n'a aucune relation avec Jin, Lao entre dans une colère noire et s'apprête presque à la frapper. C'est alors que son majordome l'arrête, lui disant que Yao ne connaît peut-être pas Jin, mais que Jin, lui, connaît Yao. Et si vraiment il tient à elle, il aurait déjà dû apparaître pour la sauver. Lao répond que Jin va bientôt se montrer et qu'il a engagé de nombreux maîtres en arts martiaux puissants pour le vaincre. Mais le majordome lui rappelle qu'ils ignorent totalement la véritable force de Jin et que CS maîtres pourraient bien être incapables de l'arrêter. Il ajoute que, même s'ils ne peuvent rien faire contre Jin, ils peuvent utiliser Yao comme otage pour l'obliger à se rendre. Mais cela n'est possible que si elle reste en vie et en bonne santé. Si elle venait à mourir, Jin exploserait de rage et de douleur, et alors plus rien ni personne ne pourrait l'empêcher de se venger. Le majordome conseille donc à Lao d'épargner Yao pour l'instant. Ce dernier accepte, trouvant judicieux l'avis du vieil homme. Puis il quitte la pièce, et le majordome recolle du ruban sur la bouche de Yao, lui soufflant de se montrer plus coopérative, car il ne pourra peut-être pas la protéger de Lao la prochaine fois, et ce ne serait bon pour aucun d'eux. De l'autre côté, John continue de raconter à Wang des histoires sur Lao, qui appartenaient autrefois à l'une des familles les plus influentes du pays. Personne n'osait s'en prendre à lui, jusqu'au jour où au début, la famille de Lao investit d'énormes ressources pour traquer Jin et se venger, mais comme ils ne parvinrent pas à le trouver, ils abandonnèrent Lao. Celui-ci jura alors de se venger à tout prix. Ce même Jin avait déjà contrecarré une tentative d'enlèvement visant Yao lorsqu'elle était encore au lycée, et Huan avait exploité cette information pour tenter de manipuler Lao et l'utiliser pour ses propres desseins. Le plan initial consistait à pousser Lao à attaquer Wang. John expliqua qu'il savait que s'impliquer avec Lao était trop dangereux, alors il avait préféré se retirer avant que quoi que ce soit n'arrive, et surtout parce qu'il ne voulait pas que Yao subisse le moindre mal. Il est convaincu que Huan a déjà été puni et affirme à Wang qu'il n'y a rien qu'il puisse faire contre un homme comme Lao. Mais Wang balaie ses propos, les traitant de pures absurdités, et décide d'aller sauver Yao par lui-même. Jun, affolé, lui demande s'il n'a rien écouté de ce qu'il vient de dire. Wang lui répond qu'il n'a pas le droit d'avoir peur de qui que ce soit, car il a promis à Yao de toujours la protéger. Il reconnaît que Jun a expié ses fautes passées en lui révélant toutes les informations sur Lao et lui demande simplement d'appeler la police pour s'occuper des formalités, une fois qu'il aura terminé sa mission de sauvetage. Peu après, Wang atteint le bâtiment où Yao est retenu, en suivant le signal énergétique du joyau qu'il lui avait donné. À l'intérieur, Lao demande à son majordome s'il pense réellement qu'ils ne parviendront pas à vaincre Jin, même avec tant de maîtres martiaux puissants. Le majordome avoue ne pas en être certain, mais il est convaincu que Jin ne quittera pas cet endroit indemne. Soudain, l'un des maîtres martiaux se met à railler le vieil homme, déclarant qu'il n'est pas venu simplement pour blesser Jin, mais pour le tuer, car il a une vieille rancune à régler avec lui. Lao esquisse un sourire satisfait face à cette arrogance. C'est exactement le genre de haine dont il a besoin pour affronter son plus grand ennemi. Pendant ce temps, Wang entre dans le bâtiment, et le cube l'avertit aussitôt que de redoutables adversaires sont postés à l'intérieur. Wang peut les ressentir lui aussi et demande au cube quel est l'état d'avancement de la synthèse des joyaux. Le cube répond que la synthèse est presque achevée et qu'ils seront prêts à être absorbés dans 30 minutes. Rassuré par cette information, Wang poursuit son chemin dans le bâtiment, mais certains mercenaires engagés par Lao l'aperçoivent et décident de l'éliminer avant l'arrivée de Jin. Wang monte les escaliers et tombe sur une porte verrouillée qui bloque son passage. Il s'apprête à forcer la serrure lorsqu'un colosse musclé s'avance vers lui et lui dit qu'il ferait mieux d'abandonner. La serrure est protégée par un sortilège spécial. Le cube analyse immédiatement la puissance de l'homme et révèle à Wang que son niveau est de 52, alors que le sien n'atteint que 50. Wang comprend qu'il ne pourra... Wang exige que l'homme lui donne la clé, expliquant que sa petite amie se trouve à l'étage. Mais le colosse rit de bon cœur et lui conseille de ne pas se montrer si pressé. Il ajoute qu'il a reçu l'ordre de tuer quiconque tente de monter. Pourtant,
Lorsque Wang continue de répéter ces mots comme un perroquet, l'homme finit par lui dire de le suivre. Pendant ce temps, à l'étage supérieur, Yao est assise, tendue, dans une pièce plongée dans l'obscurité. Lao y entre avec un sourire menaçant et lui lance qu'elle doit sûrement s'ennuyer toute seule, alors il lui a préparé un programme spécial. Il allume la télévision, qui diffuse en direct le combat de Wang contre le colosse. À cette vue, Yao panique, terrifié à l'idée de voir son petit ami se faire tuer sous ses yeux. En bas, l'homme de la salle de sport dit à Wang qu'ils ont assez d'espace pour se battre et l'invite à montrer ce qu'il sait faire. Le duel s'engage par un coup de poing lent que Wang esquive avant de répliquer d'un coup de pied au visage. Il décide de ne pas utiliser la téléportation trop tôt, sachant qu'il en aura besoin plus tard. Tout en bloquant les assauts, il tente de placer quelques coups, mais le colosse finit par lui attraper le bras et le projette violemment au sol. Wang échappe de justesse à un piétinement, mais son adversaire enchaîne aussitôt une nouvelle série d'attaques implacables. Il le félicite, affirmant qu'il est fort malgré son statut d'amateur, avant de lui asséner un coup violent à l'estomac, en précisant qu'il ne peut pas rivaliser avec un combattant aguerri de l'arène clandestine. Wang comprend alors qu'il doit davantage se servir de sa tête que de ses poings. Rapidement, il élabore un plan. Lorsque le bagarreur fonce de nouveau, il détourne ses attaques et profite de son élan pour lui asséner un coup de pied puissant. Puis il se met à le provoquer et l'homme, fou de rage, charge à l'aveuglette, brisant le béton sous ses coups. Il insulte Wang, mais ce dernier réplique soudain « Par ça, pauvre amateur !» en invoquant un marteau depuis sa dimension spatiale et en l'abattant sur la tête de son adversaire. Le colosse s'effondre, assommé d'un seul coup, et laisse tomber la clé de la grille. Fier de sa petite ruse, Wang ramasse la clé et franchit l'obstacle. Il se précipite dans les escaliers pour rejoindre Yao quand soudain le cube l'avertit d'une attaque imminente. Grâce à l'alerte, il évite un couteau lancé contre lui, mais aussitôt, un homme surgit dans son dos et lui assène un coup de pied qui le projette en avant. Wang parvient à s'accrocher aux marches, tandis que le lanceur de couteau s'approche et lui dit qu'il est vraiment faible et qu'un type comme lui n'aurait jamais pu vaincre leur boxeur du premier étage. Pas l'emporter contre un adversaire plus fort et plus expérimenté. L'homme pointe son couteau vers Wang, mais aperçoit un certain potentiel en lui et choisit de ne pas l'abattre immédiatement. Il lui ordonne de le rejoindre à l'étage, puis disparaît. Wang, furieux, se lance à sa poursuite. Cependant, l'homme n'est plus là. Le cube informe alors Wang que son niveau de puissance est de 75. Wang en reste stupéfait, car ce voyou ne paraissait pas si redoutable. Jurant de l'abattre, il continue sa chasse. Il arrive dans une autre pièce vide où l'assassin l'attend en embuscade. Celui-ci le fixe attentivement, puis déclenche soudain une attaque surprise. Wang parvient à l'esquiver, mais l'assassin le repousse sans cesse grâce à ses coups de couteau rapides et précis. Tout à coup, il lance son arme vers Wang et manque sa cible, mais il la rappelle aussitôt grâce à ses pouvoirs surnaturels. Wang esquive encore et réussit à lui asséner quelques coups de pied, ce qui étonne son adversaire. Puis il bâille, feignant l'ennui, comme si ce combat n'avait aucun intérêt. L'assassin en est vexé à l'extrême. Il disparaît soudain dans les ombres, convaincu que Wang ne peut pas le vaincre. Depuis son enfance, il a été formé comme assassin dans des conditions sombres et périlleuses. Au fil du temps, il s'est littéralement transformé en chauve-souris, capable de localiser sa proie uniquement grâce au son. Il croit que Wang est impuissant face à ce type d'attaque, ignorant que celui-ci possède lui aussi une hypersensibilité. Lorsqu'il tente de le frapper par derrière, il se prend une gifle monumentale, Wang l'ayant parfaitement anticipé. Frustré, l'assassin décide d'exploiter sa vitesse, mais cela reste facile à lire pour Wang. Celui-ci invoque une batte de baseball et frappe d'un seul coup les 2 testicules de son ennemi, l'éliminant instantanément. Wang monte alors à l'étage suivant, où un vieil homme l'attend. Ce dernier déclenche une scène cinématique non interrompable, le félicitant d'être parvenu jusqu'ici. Mais Wang ne l'écoute pas et lui assène un coup de batte de toutes ses forces. Le vieillard bloque l'attaque, l'attire vers lui et le projette brutalement au sol. Voyant que Wang reste conscient, il décide d'élever le niveau du combat. À ce moment précis, le cube prévient Wang qu'il ne reste qu'une minute avant que la synthèse du joyau ne soit achevée. Confiant, Wang se dit qu'il peut tenir 60 secondes. Soudain,
Le vieil homme l'étrangle dans une clé de soumission. Wang sort alors une dague de son espace de stockage pour l'attaquer. Le vieillard bloque son geste, mais Wang téléporte la lame dans son autre main, réussissant à le blesser et à se libérer de l'étreinte. Il enchaîne avec un coup de poing, mais le seul à souffrir est lui-même. Le vieil homme contracte ses muscles et déclare que Wang n'a pas la puissance nécessaire pour l'affronter. Le vieil homme frappe alors le sol d'un coup de poing si puissant qu'il y perce un trou, avant de lancer une offensive implacable contre Wang. Celui-ci est projeté à terre à plusieurs reprises, incapable d'infliger le moindre dégât à son adversaire. Wang lui crie que, quoi qu'il arrive, il sauvera Yao, mais le vieillard lui brise le bras en le traitant de naïf. Il le plaque ensuite contre une colonne et lui assène un coup de poing de toute sa force, l'envoyant dans l'inconscience. Alors que Wang gît au sol, le cube lui annonce que les gemmes viennent d'être fusionnées et absorbées, ce qui augmente considérablement ses statistiques. Wang sent l'énergie parcourir tout son corps et se relève, déclarant que l'échauffement est terminé et que le véritable combat peut enfin commencer. Le vieil homme, impressionné, fonce sur lui. Mais cette fois, Wang est bien plus rapide et puissant. Il enchaîne des coups de poing fulgurants que le vieillard ne parvient pas à esquiver. Alors qu'il s'apprête à en finir, Wang remarque sa peau qui se fissure, l'énergie s'échappant de son corps. Pris de panique, il se demande ce qui se passe. Le cube lui explique que le système force son organisme à expulser les toxines accumulées après sa montée de niveau. Wang proteste que ce n'est pas le bon moment, mais voyant cette faille, le vieil homme tente de l'attaquer à nouveau. Cependant, Wang le domine désormais largement. Il pare son coup sans difficulté, puis lui assène un poing dévastateur. Le vieillard, incrédule face à une telle défaite, est ensuite frappé en plein visage et projeté contre le mur. Avec un ultime coup, Wang le terrasse complètement et grimpe à l'étage supérieur. De loin, Yao et Lao ont suivi chacun de ces combats. Si Yao est soulagé, Lao, lui, est furieux de voir 3 de ses combattants vaincus par un inconnu. Son majordome lui conseille de se calmer, affirmant que les prochains adversaires sont de véritables professionnels et qu'ils viendront à bout de Wang. Lao refuse de le croire, mais le majordome précise que la fille de l'association des arts martiaux est présente, munie d'un bracelet restrictif au poignet. Une fois libérée de cet objet, elle représentera un danger pour tout le monde. Il suggère donc de quitter immédiatement les lieux. Pendant ce temps, Wang ressent toutes les blessures accumulées contre le vieillard. Malgré la douleur et la fatigue, il continue d'avancer. Le cube l'avertit qu'il n'est pas stable émotionnellement et l'exhorte à retrouver son calme afin de se battre à son meilleur niveau. Mais Wang répond qu'il lui est impossible d'être calme tant que Yao est en danger. Il atteint enfin l'étage supérieur. Lorsqu'il ouvre la porte, il découvre 2 artistes. La fille nommée Kiwi accueille joyeusement Wang et, avant même qu'il puisse comprendre ce qui se passe, elle sort un thermomètre infrarouge spécial et court vers lui. Le pauvre Wang, confus, la laisse pointer l'appareil vers son cœur et celui-ci affiche une lecture de 0 pour ses capacités surnaturelles. Kiwi est surprise de voir que Wang n'est pas un super-humain malgré le fait qu'il ait vaincu de puissants adversaires, et son partenaire Stone termine également son analyse de son côté. Il dit que Wang n'est pas non plus un cultivateur, car il ne possède ni énergie interne ni entraînement en arts martiaux. Stone suppose qu'il doit utiliser une technique spéciale comme le raffinement du corps, qui lui permet d'augmenter uniquement sa force physique, et Kiwi se réjouit en entendant cela. Elle commence à s'exalter devant Wang, pensant qu'elle deviendra plus forte après avoir absorbé son pouvoir. Mais lui ne comprend absolument rien à ce que ces 2 personnes racontent. Kiwi se rappelle alors soudainement que sa maman l'a mieux élevée que ça, donc elle arrête sa célébration et se présente à Wang. Le crétin lui serre même la main sans se méfier, puis Kiwi le frappe soudainement au visage après lui avoir demandé comment il allait. Wang, furieux d'avoir été joué, lui assène un uppercut, mais malheureusement pour lui, Kiwi est une masochiste qui apprécie cela. Elle absorbe l'énergie de Wang à travers le cou et se met à rougir, car son énergie interne est aussi pure et brute qu'une gemme fraîchement extraite d'une mine. Wang comprend alors qu'elle est une énorme perverse. Il lâche sa main, mais Kiwi en veut davantage et se met soudain à le frapper. Ses coups ne blessent pas vraiment Wang, mais il finit par s'énerver et tente de l'arrêter. Alors, elle lui donne un coup de pied de toutes ses forces en lui demandant de se battre sérieusement.
Tandis que Kiwi s'avance vers Wang, son partenaire Stone lui dit qu'il n'a aucune chance contre cette fille et qu'il ferait mieux de prononcer quelques dernières paroles badass avant de mourir. L'instant d'après, Kiwi frappe Wang de toute sa puissance et l'envoie s'écraser contre un pilier. Wang commence à se sentir étourdi après avoir encaissé tant de dégâts. Alors il décide d'arrêter de se retenir et de montrer à Kiwi qu'il croit en la véritable égalité des sexes. Il la frappe de toutes ses forces, mais malheureusement pour lui, Kiwi en profite encore plus et s'en délecte davantage. Elle commence à attaquer Wang avec encore plus de férocité, tout en lui ordonnant d'être plus brutale avec elle. Wang obéit et se met à la marteler de coups, mais Kiwi ne cesse de répéter « Plus fort, papa !» ce qui inquiète Stone quant à son état mental. Kiwi attaque de nouveau Wang et, soudain, l'énergie obscure cachée en elle refait surface. Cependant, avant qu'elle ne puisse utiliser cette énergie pour se battre, Stone l'arrête, lui disant qu'elle ne devrait pas recourir à son pouvoir. Mais Kiwi n'a pas l'intention de l'écouter. Elle continue d'avancer vers Wang tandis que ses mains se transforment en griffes. Elle déclare qu'elle va absorber la puissance de Wang pour devenir plus forte, afin qu'elle et Stone puissent se libérer de leur organisation. Il parvient à la repousser et invoque alors une barre de métal pour se défendre. Mais Kiwi s'est renforcée après avoir bu son sang et elle le projette contre le mur derrière lui. Wang comprend qu'il est désavantagé et décide de concentrer toute son énergie sur le combat. Mais au moment où il se relève, Kiwi se rue de nouveau sur lui, manquant de peu de lui trancher la gorge avec ses griffes acérées. Wang parvient tant bien que mal à esquiver son attaque et tente alors de la frapper avec la barre de métal. Mais Kiwi est désormais bien plus rapide. Elle esquive aisément son assaut et se place derrière lui pour aspirer son sang et sa puissance. Alors que Wang la repousse, Kiwi commence à perdre le contrôle d'elle-même. Son énergie obscure prend la forme d'un loup enveloppant son corps et Stone réalise qu'elle s'aventure dans un territoire dangereux. Il lui lance une épingle sur un point de pression pour l'assommer et Wang reste stupéfait car il vient d'apercevoir quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Tandis qu'il reste figé à observer ses adversaires, Stone se précipite vers Kiwi, utilisant l'aiguille pour piquer d'autres points de pression afin d'empêcher l'énergie excessive de lui nuire. Wang se dit qu'il perdrait sûrement s'il devait affronter Kiwi et Stone en même temps et décide donc de profiter de cette occasion pour s'échapper. Cependant, Stone remarque que Wang tente de s'éclipser et envoie une rafale de vent dans sa direction, le repoussant en arrière. Wang est surpris car il n'a pas vu ce qui l'avait frappé. Mais Stone n'est pas non plus dans les meilleures dispositions, puisque Kiwi vient de monter de niveau et qu'elle a besoin de soins urgents. Il décide d'en finir rapidement et lance une lame de vent sur Wang, mais le cube l'avertit de sa trajectoire, ce qui permet à Wang de l'esquiver. Stone est choqué que Wang ait pu éviter son attaque invisible et il devient plus attentif au combat lorsque soudain Kiwi commence à gémir de douleur. Stone abandonne immédiatement le combat pour stabiliser sa partenaire, puis dit à Wang de continuer et d'aller sauver sa fille. Wang est surpris par ce brusque revirement et demande à Stone s'il admet sa défaite, l'avertissant de ne pas tenter une attaque sournoise dans son dos plus tard. Stone s'énerve, car il ne peut pas se battre alors que Kiwi est dans cet état, mais il ne peut pas non plus admettre sa défaite, car son organisation ne lui pardonnerait pas. Wang comprend cela aussi et décide d'exploiter la situation pour acculer Stone afin qu'il ne revienne pas l'affronter plus tard. Il dit que puisque Stone refuse d'admettre sa défaite, leur combat n'est donc pas terminé. Constatant qu'il ne peut pas convaincre Wang de partir aussi facilement, Stone décide de sortir la pièce du million, le symbole de son organisation, et de prêter dessus un serment de sang pour ne pas attaquer Wang par derrière. Il déclare qu'un serment de sang est la plus grande promesse qu'un cultivateur puisse faire et affirme qu'il se réduira en poussière s'il brise sa trêve avec Wang. Wang enregistre toute la manœuvre avec son téléphone, puis reçoit la pièce de Stone, disant qu'il fait confiance à un homme de son intégrité. Il en profite ensuite pour lui mettre un gros L en pleine figure, lui disant de bien se tenir la prochaine fois. Et l'artiste martial parvient tant bien que mal à garder son calme face à cet idiot immature qui le provoque. Wang s'enfuit avec ça, tandis que Stone contacte le troisième membre de leur groupe, lui disant qu'ils doivent rentrer immédiatement à leur base parce que Ki ne se sent pas bien. La femme lui demande des détails, mais quelqu'un l'attaque par derrière, l'assommant avant même qu'elle ait pu terminer. De son côté, Mushin, le dernier assassin engagé par Lao,
décide de rejoindre la bataille après avoir réalisé que tous les autres avaient été vaincus. Lao panique en l'entendant et demande confirmation à son majordome. Celui-ci lui répond que tous les autres ont effectivement perdu et lui conseille de quitter le bâtiment immédiatement. Lao commence alors à faire une crise d'angoisse, convaincu que c'est Jin qui a vaincu tous les assassins, mais Mushin ne s'en soucie plus. Pour lui, Wang est un adversaire bien plus intéressant que Jin, et Lao lui demande pourquoi. Le majordome lui révèle que Stone a conclu une trêve avec Wang, et Lao explose en entendant cela. Il propose alors à Mushin de tripler sa rémunération s'il s'occupe d'abord de Wang, mais l'orgueilleux Mushin déteste qu'on tente d'acheter ses services avec de l'argent. Sa marionnette envoie une entaille volante en direction de Lao, mais heureusement, le majordome l'arrête à temps et rappelle au riche imbécile que les choses leur échappent déjà. Pendant ce temps, Wang poursuit sa recherche de Yao, défonçant les portes et montant aux étages supérieurs pour la trouver. Il se rappelle que le cube avait détecté 7 ennemis dans le bâtiment, donc il ne devrait en rester que 2 maintenant. Il reste paranoïaque à l'idée de tomber sur eux sans être préparé, et même le bruit des rats qui courent suffit à le faire sursauter. Le cube l'informe que l'un des adversaires a soudainement disparu et qu'il n'en reste plus qu'un. Puis Wang sent soudain un regard posé sur lui. Il se retourne, choqué, et découvre Mushin et sa marionnette Shan qui l'observent depuis un point en hauteur. Le cube indique que leur niveau de combat combiné est de 7, ce que Wang a du mal à croire, car Mushin et sa marionnette dégagent une aura noire intense. Le cube l'avertit qu'il y a un dispositif très avancé à l'intérieur de la marionnette, mais qu'en dehors de cela, il n'y a rien de spécial. Mushin dit alors à Wang de ne pas le sous-estimer sous prétexte qu'il a l'air faible. Il libère sa puissance et envoie Wang valser d'un coup de pied tournoyant. Alors que Wang tente de comprendre ce qui vient de se passer, Mushin s'avance vers lui, transformant son énergie spirituelle en talisman. Il affirme qu'ils sont les exacts opposés l'un de l'autre, car si Wang ne compte que sur sa force brute, lui ne possède que ses techniques. Tandis que Mushin se vante de ses compétences, Wang aperçoit quelques bouteilles de bière vides à proximité et les lui balance en pleine. Mushin tranche les bouteilles avec un talisman et, profitant de cette ouverture, Wang se rue sur lui. Cependant, Mushin esquive son attaque et lui assène à nouveau un coup de pied. Wang poursuit son assaut acharné, mais Mushin, plus habile, parvient à le repousser sans difficulté. Wang soulève alors de la poussière pour l'aveugler temporairement et en profite pour le mitrailler de coups rapides. Mushin survit tant bien que mal à cette pluie d'attaques lorsqu'une petite fiole brillante tombe de sa chemise. Sans lui laisser le temps de souffler, Wang continue son offensive et Mushin tente de faire du parcours à l'intérieur du bâtiment pour s'échapper, mais cela ne sert à rien. Wang le harcèle de ses poings et de ses coups de pied, brisant même la fiole de collyre que Mushin essayait d'utiliser. Après quelques instants à être acculé, Mushin retrouve pourtant son rythme et colle un talisman sur la poitrine de Wang avant de le projeter au loin d'un coup de poing. C'est désormais à son tour de passer à l'offensive. Il envoie Wang traverser un mur, puis lâche sa marionnette contre lui. Wang est stupéfait de la vitesse de la créature, qui bouge comme l'éclair et le bombarde de balles d'énergie spirituelle. Il encaisse quelques tirs du Spirit Gatling Gun, mais reprend vite le contrôle de la situation en esquivant et en déviant les projectiles. Il fonce ensuite droit sur la marionnette et la frappe de toute sa force. Mais alors que toute son attention est fixée sur elle, Mushin est déjà derrière lui. Il bondit pour lui asséner un Superman Punch surpuissant, mais Wang est prêt lui aussi. Les deux s'échangent des coups violents, et lorsque la poussière retombe, Wang recrache du sang en un arc de cercle à 360 degrés. Mushin éclate de rire, convaincu d'avoir gagné, mais il se rend compte que Wang lui a attrapé les cheveux. Pris de panique, Mushin hurle comme un dément en tentant de libérer sa chevelure à laquelle il consacre 2 heures chaque jour. Mais c'est au tour de Wang de se comporter comme un pervers. Mushin essaie de le gifler, mais il ne fait que se blesser les mains. Et Wang, après avoir... Toutefois, sa confiance disparaît vite lorsqu'il réalise que Mushin n'était en réalité pas plus fort qu'un simple humain, et que son coup de poing à pleine puissance aurait dû lui réserver un aller simple vers le royaume des morts. Mais, contre toute attente, Mushin est encore en vie, malgré ses blessures graves et une calvitie fraîchement apparue, tandis qu'un talisman éclate autour de son corps. Wang est stupéfait en voyant cela, et Mushin lui déclare qu'il ne sera pas vaincu par un seul coup de poing.
Il décide alors de libérer toute sa puissance. Ses cheveux deviennent blancs et une sombre aura s'échappe de lui. Wang n'a même pas le temps de comprendre ce qui se passe que Mushin fonce sur lui à une vitesse fulgurante et le submerge d'une pluie de coups. Il colle plusieurs talismans sur le corps de Wang et manque de le projeter hors du bâtiment avant de reprendre sa marionnette et de l'assaillir à nouveau de balles spirituelles. Wang parvient de justesse à esquiver toutes les balles, puis attrape la marionnette. Mais Mushin l'entrave avec son fil spirituel et le fait tournoyer autour du bâtiment avant de l'écraser contre un mur. Wang essaie de se relever pour continuer le combat, mais Mushin active un talisman qui rend sa main si lourde qu'il ne peut même plus la lever, puis il l'attaque avec un talisman spécial en forme de déflagration. Mushin est persuadé d'avoir gagné cette fois-ci, mais quand les flammes se dissipent, il reste bouche bée en voyant Wang bloquer son attaque avec une fichue pelle. Décidé à tout donner, Mushin envoie sa marionnette pour porter une attaque dévastatrice, mais Wang est prêt cette fois. Il concentre toute son énergie dans son corps et, au moment parfait, utilise sa compétence de téléportation pour frapper la marionnette avec la pelle, la réduisant en miettes. Mushin n'en croit pas ses yeux, et c'est alors que Wang saisit le fil spirituel avec lequel il contrôlait sa créature. Mushin pense qu'il garde l'avantage puisque Wang est encore ralenti par les talismans d'alourdissement, mais il se trompe lourdement. Wang l'attire à lui d'un coup sec, puis se met à jouer avec lui comme avec une balle de raquette. Il finit par le frapper de toute sa force, brisant le fil spirituel qui les liait, et Mushin est projeté contre le mur avec une telle violence qu'il reprend sa forme normale et perd connaissance. Les talismans qui entravèrent la main de Wang disparaissent à la fin du combat, et il tente alors de tituber en direction de Yao. Mais la tâche s'avère trop difficile et il manque de sombrer dans l'inconscience.